Alors bonjour, mon nom est Karen Boyer, je fais partie du groupe Laboratoire 1 et je présente aujourd'hui la manière de procéder à une évaluation tête-pied complète d'un patient en période post-opératoire et plus précisément d'une patiente ayant subi une intervention chirurgicale pour la mise en place d'une PTH ou d'une PTG. Donc la première chose à faire, ce sera de me présenter auprès de ma patiente, donc de mentionner mon nom et mon titre. Je procéderai ensuite à la double vérification, donc en demandant à ma patiente de se nommer par elle-même et en vérifiant son bracelet d'identité. Ensuite, ce que je vais faire, c'est mentionner le but de ma présence. Donc, dans ce cas-ci, c'est de faire une petite évaluation et je m'assure d'obtenir le consentement de ma patiente. Alors, déjà à ce moment-ci, j'ai pu évaluer en partie l'état général de ma patiente en portant une attention particulière à la coloration de son faciès. Je vais ensuite poser quelques questions pour déterminer son niveau de bien-être. Donc, je pourrais lui demander, par exemple, comment vous vous sentez ce matin? Est-ce que vous avez de la douleur ce matin? Et je mentionne à ma patiente qu'il est important, même si c'est une faible douleur, mais qu'elle ressent qu'elle évalue par exemple à 1 ou 2 sur 10, qu'il serait important de m'en faire part. Donc, si ma patiente présente un symptôme, je vais procéder à l'évaluation de ce symptôme-là, évidemment, par le PQRSTU. Ensuite, au cours de cet échange-là, j'ai pu évaluer déjà l'état de conscience de ma patiente, de même que son niveau de sédation. Donc, j'ai pu constater par exemple que ma patiente était alerte et éveillée. Pour ce qui est de l'orientation dans les deux sphères, donc soit temps et espace, je pourrais demander à ma patiente de me nommer la date à laquelle on se trouve ou l'établissement dans lequel elle se trouve actuellement. Ensuite, mon échelle de Glasgow, je l'ai complétée dès mon entrée dans la pièce. Donc ça me renseigne quant à le niveau de conscience de ma patiente. Et si je veux procéder à une évaluation plus complète des signes neurologiques, donc je peux toujours vérifier la réaction des pupilles à la lumière ou la mobilité des membres inférieurs et supérieurs, donc en commandant certaines actions à ma patiente. Je vais aussi m'assurer d'évaluer l'anxiété chez ma patiente et c'est toute cette évaluation-là finalement qui va me permettre de déceler la présence d'un délirium qui est une complication susceptible de survenir en période post-opératoire, surtout chez la clientèle âgée. Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est prendre mes signes vitaux. Donc, selon le protocole, ce qui est très important en période post-opératoire. Alors, je vais prendre la température, la pression artérielle, le pouls, le rythme respiratoire, la fréquence respiratoire en fait, et ma saturation en oxygène. Donc, je m'assure aussi d'évaluer l'amplitude respiratoire et le rythme respiratoire. Donc, une évaluation complète de la fonction respiratoire est très importante en période post-opératoire, étant donné que les patients sont à risque, puisqu'ils reçoivent des analgésiques opioïdes, sont à risque de dépression respiratoire. Donc, c'est particulièrement vrai là, dans le cas de ma patiente, étant donné qu'elle est âgée et qu'elle est MPOC. Donc, ma température, quant à elle, va me renseigner, par exemple, sur la présence d'hypothermie, d'hyperthermie ou me permettre de déceler la présence d'un processus infectieux. Alors, la respiration aussi, c'est important de la prendre sur une période de 2 minutes et non pas de 30 secondes. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est vérifier au niveau du nez de ma patiente, est-ce qu'elle reçoit de l'oxygène via une lunette nasale ou un ventimasque. Si c'est le cas, je vais voir si le débit d'oxygène est bien le bon, donc c'est celui qui figure à l'ordonnance médicale. Et je m'assure aussi que tout mon dispositif est bien en place. Je vais questionner ensuite ma patiente pour savoir si elle a des nausées ou des vomissements. Donc, c'est une complication qui affecte le système gastro-intestinal qui est très fréquente en période post-opératoire. C'est encore dû à la prise d'analgésiques opioïdes et d'anesthésiques. Donc, c'est cette évaluation-là qui me permet de déterminer mes interventions infirmières, par exemple par l'administration d'un antiémétique selon l'ordonnance. Je me questionne aussi par rapport à la diète de ma patiente, donc je me réfère à l'ordonnance médicale dans ce cas-là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est vérifier au niveau des bras, donc la perfusion de ma patiente. Je m'assure d'avoir la bonne perfusion, donc le bon sac de soluté. Dans ce cas-ci, c'est un dextrose 5% de bisalin. Je vais aussi vérifier mon débit. Donc, si mon débit n'est pas le bon, je vais l'ajuster. Dans ce cas-ci, c'est 100 ml par heure. Je suis toute ma tubulure, donc pour m'assurer qu'elle ne soit pas coudée, qu'il n'y ait pas de fuite. Et je me rends jusqu'à mon site IV. À ce niveau-là, je vais vérifier les signes d'infection, d'infiltration. Je note, entre autres, aussi présence de chaleur, de rougeur, d'œdème, de douleur, d'écoulement purulent. Et je vais venir vérifier la perméabilité de mon site en pinçant la tubulure. Donc, je devrais observer un retour veineux. Et ça, c'est ce qui m'indique finalement que mon gelco est bien en place au niveau de la veine.
Au niveau des poumons, donc je peux faire une évaluation plus en profondeur de la fonction respiratoire, donc en procédant à l'auscultation des lobes. Donc, ce que je vais faire, c'est m'assurer d'entendre les murmures vésiculaires dans tous les lobes et de façon bilatérale et équivalente. Ça va pouvoir me permettre aussi de déceler la présence de bruits adventistes, par exemple des ronchis ou des sibilances. Je m'assure aussi de vérifier si ma patiente possède à son chevet un inspiromètre. Donc, l'inspirométrie, ça, ça va permettre de prévenir les complications comme la téléctasie, la thrombophlébite et les infections des voies pulmonaires, donc par exemple la pneumonie. C'est important aussi de voir à ce que notre patiente fasse bien les exercices. On recommande à peu près 5 minutes par heure ou 4 à 5 inspirations par heure et pas plus de 10 à 12 inspirations par heure. Pour ce qui est de la fonction intestinale, je peux inspecter l'abdomen, donc vérifier s'il y a présence de distension abdominale ou de masse. Je vais questionner ma patiente pour lui demander est-ce que vous avez des ballonnements, est-ce que vous avez des gaz, etc. Je peux aussi ausculter, donc en débutant dans le cadran inférieur droit. Je m'attends à entendre entre 4 et 34 bruits intestinaux, donc ce qui m'indiquerait la reprise d'un péristaltisme. Donc, pendant une minute dans chaque cadran, et je peux suivre le sens horaire. Si on n'entend pas de bruit, finalement, ça nous indique qu'il y a un milieu paralytique. C'est une complication qui peut survenir en période post-opératoire. Alors, au niveau du système gastro-intestinal, une autre complication, c'est la constipation. Donc, pour la prévenir, c'est important de voir à ce que notre patient se mobilise, donc d'où l'importance d'un lever précoce, un apport hydrique élevé, apport en fibres élevé, et on va aussi faire l'administration de laxatifs selon l'ordonnance. Ensuite, ce que je vais faire, c'est vérifier le pansement de ma patiente. Donc, je vérifie s'il y a un écoulement, s'il y a la présence de sang à la surface. Donc, je vais en délimiter le pourtour pour pouvoir en suivre l'évolution. Je m'assure aussi de vérifier toujours sous le pansement. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on pourrait retrouver un segment important et c'est ce qui va me permettre finalement de déceler la présence d'une hémorragie, qui est une autre complication à risque de survenir en période post-opératoire au niveau du site chirurgical. Pour prévenir l'hémorragie, surtout dans le cas d'une PTH ou d'une PTG, on peut appliquer de la glace environ 20 minutes par heure, donc au niveau du site chirurgical. Autrement, ma patiente a un drain, donc un hémovac. Je vais vérifier la quantité de liquide qui a été drainé par mon drain, la noter au bilan ingesta excreta. Donc, dans le premier 24 heures, je m'attends à récolter environ entre 200 et 400 ml. S'il y a plus de 400 ml, je vais me référer à mon protocole, à savoir si je dois désamorcer le drain. Ensuite, si mon hémovac est rempli, par exemple, à la demi ou 3/4, je vais aussi le vider et le réamorcer ensuite, donc pour permettre un bon drainage. Autrement, pour ce qui est du pansement, je dois évaluer la quantité d'écoulement, donc en pourcentage du pansement qui est souillé, la qualité ou le type d'écoulement, la couleur, l'odeur et la consistance. Donc, dans le cas d'une PTH, important de m'assurer que ma patiente ait le coussin abducteur entre ses jambes dans le premier 24 heures, donc pour éviter une luxation. Je m'assure aussi que ma patiente soit couchée du côté opéré et non le contraire. Je vais aussi vérifier si elle porte une sonde urinaire, donc si elle est bien mise en place, s'il n'y a pas d'écoulement. Je m'assure de vérifier la couleur de l'urine au niveau de la tubulure toujours et je vais noter la quantité d'urine qui a été récoltée par le sac récolteur. Donc, je vais le noter au bilan ingesta excreta de ma patiente encore une fois. Donc, c'est important de vérifier la diurèse de notre patiente en période post-opératoire parce qu'ils sont à risque, nos patients, de souffrir de rétention urinaire. C'est une complication qui résulte de la prise d'opioïdes et d'anesthésiques, encore une fois. Donc, ensuite, surtout dans le cas d'une PTH et d'une PTG, important de procéder à l'évaluation des signes neurovasculaires. Donc, je vais vérifier au niveau de mes deux membres inférieurs la couleur, la chaleur, la mobilité, la sensibilité, présence d'œdème, le retour capillaire et je prends aussi mes pouls pédieux. Je vais aussi évaluer
le bloc moteur et le bloc sensitif. Donc, je vais aussi inspecter l'apparence des membres inférieurs, ce qui pourrait, par exemple, me permettre de déceler une thrombophlébite ou une thrombose veineuse profonde. Donc, si je vois un tracé veineux bien visible, rouge, mais je peux procéder surtout au test d'Omens, donc qui va m'indiquer si ma patiente a une thrombose veineuse profonde. Pour prévenir cette complication-là, ce que je vais favoriser, c'est encore une fois la mobilisation, donc un lever précoce. Je vais m'assurer que ma patiente change de position environ 2 heures si elle en est capable, qu'elle fasse des petits exercices, donc rotation des chevilles par exemple, et je vais administrer selon l'ordonnance des anticoagulants. Donc, c'est en prévenant ces complications-là, finalement, que je vais aussi pouvoir prévenir l'embolie pulmonaire, qui est une autre complication, à risque de survenir en période post-opératoire. Alors, autrement, pour la PTG, je vais évaluer l'amplitude du mouvement qui est permise au niveau du genou. Je vais voir à ce que le pansement compressif soit bien mis en place. Et je dois aussi vérifier à ce que ma patiente ait son Zimmer, donc lors de la mise en charge. Alors, c'est ce qui complète mon évaluation en période post-opératoire.